Bonjour à tous. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Comme Agathe l'a dit, je m'appelle Pauline. Je suis la fondatrice et la présidente de l'association Arctictis Binturong Conservation, plus communément appelée AB Conservation. Donc, cette conférence, elle a pour but de vous présenter le programme d'études et de conservation du binturong qui a débuté en février 2017 aux Philippines. Mais je ne peux pas vous parler du programme sans vous décrire réellement l'espèce dont ce programme fait l'objet et aussi sans vous présenter l'association. C'est pourquoi, dans une première partie, je vais tout d'abord vous parler du binturong, puis vous parler de l'association, et enfin, je me focaliserai réellement sur le programme d'études et de conservation du binturong, qu'on appelle aussi le BERCAT Study Programme en anglais. Alors, pourquoi BERCAT et pas binturong? Donc aux Philippines, on l'appelle le BERCAT, dans les pays anglo-saxons aussi le BERCAT, puisque binturong en malais, ça veut dire chat-ours. Alors le binturong, c'est pas un chat, c'est pas un ours. En Birmanie, on l'appelle le singe-tigre, mais c'est ni un singe ni un ours. Le binturong, c'est lui. Voilà, donc là, vous avez la photo qui s'affiche. Le binturong est un mammifère arboricole qui fait partie d'une famille qu'on connaît très peu finalement en Europe, puisqu'on a très peu de représentants. C'est la famille des vivéridés. Le seul et unique représentant qu'on a en Europe, c'est la genette commune qui vit essentiellement dans le sud-ouest de l'Europe, donc le sud-ouest de la France, le Portugal et l'Espagne. Et le point commun qu'ont tous ces vivéridés, ce sont des glandes périnéales qu'on peut trouver en fait en dessous de leur queue, qui leur permettent de sécréter en fait un musc. Et le musc du binturong a une odeur assez particulière qui est celle en fait du popcorn. Donc non, ce n'est pas une blague. En fait, on retrouve effectivement les mêmes molécules qui composent chimiquement le parfum du popcorn. Donc lorsque le binturong qui est territorial marque son territoire, il va le marquer avec cette odeur assez puissante de maïs soufflé. Le binturong, c'est le plus gros, le plus grand vivéridé au monde. Sa taille varie entre 120 et 165 cm de longueur et il peut peser entre 8 et 18 kg. Alors pourquoi y a-t-il un tel écart de poids et de taille? Tout simplement parce qu'on retrouve différentes sous-espèces de binturong. Et en fonction de la sous-espèce que vous avez en fait en face de vous, cette sous-espèce est plus ou moins imposante ou plus ou moins grosse. Par exemple, si vous allez au Vietnam, en Thaïlande, vous n'aurez pas du tout les mêmes morphologies de binturong que vous pourriez rencontrer par exemple sur l'île de Palawan aux Philippines. Alors, c'est donc, comme vous pouvez le voir, une espèce plutôt arboricole, un mammifère arboricole qui a plusieurs atouts morphologiques, dont des très bonnes griffes, comme on peut le voir là, avec des dernières phalanges qui leur permettent quand même, alors je ne sais pas si on voit ma souris, qui leur permettent de s'accrocher aux branches. Et ils ont surtout un atout majeur et non négligeable, c'est une queue préhensile. Alors, il faut savoir qu'il existe au monde seulement 2 espèces animales de l'ordre des carnivores à être dotées d'une queue préhensile. C'est le quincajou qui vit en Amérique du Sud et le binturong, qui n'a rien à voir avec le quincajou, qui vit en Asie du Sud-Est. Il faut savoir que cette queue préhensile est vraiment très importante puisqu'elle lui permet de se mouvoir beaucoup plus facilement au fur et à mesure de ses déplacements dans les arbres. C'est une espèce qui va être excessivement vulnérable quand elle est au sol. Donc, lorsque les arbres sont assez bien rapprochés, c'est beaucoup plus facile pour elle d'utiliser sa queue préhensile pour passer d'un arbre à un autre et éviter de descendre. Donc, cette espèce, comme vous pouvez le voir, est endémique de l'Asie du Sud-Est. On va la retrouver sur un large territoire, aussi bien dans le sud de l'Asie du Sud, donc par exemple l'Indonésie, la Malaisie. Cette petite île qu'on a là, qui est l'île de Palawan, aussi bien en Inde, au Laos, en Thaïlande qu'en Birmanie. Maintenant, on ne va pas le retrouver partout, hein, bien sûr. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas le retrouver, par exemple, à Bangkok. On va le retrouver exclusivement dans les grandes forêts vierges, les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, des forêts qui sont assez denses. Les arbres sont proches les uns des autres, comme je vous dis, qui facilitent en fait les déplacements du binturong. Des arbres qui sont assez hauts, qui vont dépasser réellement les 30-40 mètres de haut, ce qui permet au binturong de dormir en toute sécurité dans la cime des arbres, environ à 20 mètres, 30 mètres de haut. Donc, c'est vraiment important de dire qu'il vit dans ces forêts primaires parce qu'on peut le rencontrer dans des forêts secondaires, effectivement, où il y a aussi des arbres fruitiers, mais il sera beaucoup plus vulnérable dans ce genre de forêt où il sera obligé de descendre plus régulièrement au sol. Au niveau de l'alimentation, on a une alimentation plutôt omnivore, avec une grosse tendance frugivore.
En captivité, en général, je me base sur des rations alimentaires dans les parcs zoologiques. En général, on va leur donner entre 1,5 kg et 2 kg de fruits par individu. On suppose qu'en milieu naturel, ils en mangeraient 2 à 3 fois plus, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus de périodes d'activité. À ça, on va rajouter aussi des petites proies. Donc c'est un petit chasseur, il va chasser des proies comme des oiseaux, des rongeurs, des reptiles, il ne va pas se gêner pour aller piquer des œufs aussi dans un nid. Mais en grande partie, le binturong va manger des fruits. Et c'est pour ça aussi qu'il en découle un rôle écologique très important, celui de disséminateur de graines. Alors il y a quelque chose que j'aime bien, c'est comparer les primates aux binturongs. Donc les primates aussi mangent des fruits. Nous aussi, nous sommes des primates, on mange des fruits, le binturong donc aussi. Lorsqu'il mange par exemple un ramboutan, on va dire l'homme, quand il mange des ramboutans qu'on a juste ici, il enlève la peau. Il ne la garde pas, il enlève la peau, il mange la chair du fruit et le noyau, il en fait quoi? Il le jette dans la nature. Le binturong, lui, quand il mange un ramboutan, alors premièrement, il fait comme l'homme, la peau, il ne la mange pas, il la recrache tout de suite. Par contre, il commence à manger la chair et il gobe finalement, il finit par gober l'intégralité du fruit. Ce noyau, cette graine, va transiter à l'intérieur de son système digestif pour finir par aller dans ses excréments. À l'intérieur du système digestif du binturong, on retrouve des enzymes un peu spéciales puisqu'elles accélèrent en fait la germination des graines. En accélérant la germination des graines, en fait, elle enlève ce qu'on appelle la partie du tégiment du noyau, ce qui va favoriser en fait la pousse d'un arbre. Donc, un fruit, un noyau qui a transité dans le système digestif d'un binturong a beaucoup plus de chances de devenir un arbre. En plus de ça, en se retrouvant dans des crottes qui font office de fertilisants, ça va apporter un peu plus de nutriments pour la graine. Et ce qui est assez rigolo, c'est que les excréments de binturong sont aussi très appétants pour les oiseaux. Donc, la plupart des oiseaux vont venir picorer dans les crottes des binturongs et vont du coup en fait disséminer les graines à un autre endroit. Donc, le binturong a vraiment un rôle de jardinier. Il se déplace, il fait sa petite affaire, il fait pousser des arbres au fur et à mesure finalement de ses déplacements. Indirectement, il nous apporte aussi un peu d'oxygène puisque c'est ce que nous apportent les arbres. Malheureusement, le binturong n'est pas assez rapide pour planter des arbres, puisque la première menace qui pèse sur lui est la déforestation. On estime que dû à la déforestation, la population de binturong aurait diminué de 30% en 18 ans. On se base sur des chiffres en fait qui correspondent exactement à la disparition de la forêt primaire en Asie du Sud. Alors pour plusieurs raisons, la déforestation, pour faire des routes, on coupe des arbres pour faire du bois de chauffe, mais il y a une grosse part aussi de monoculture. On détruit les forêts, on coupe les arbres pour les remplacer par de la monoculture. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle les palmiers à huile, de l'huile de palme. On va retrouver une grosse partie de ces cultures en fait dans la partie sud de l'Asie du Sud, donc la péninsule malaise, mais aussi en Indonésie. Ces palmiers à huile qui permettent de produire de l'huile de palme qu'on va retrouver dans beaucoup de produits de consommation humaine tels que l'alimentation et les cosmétiques. Et ça, on va le retrouver dans le monde entier. On va retrouver aussi quelque chose dont on parle beaucoup moins, c'est dans le nord en fait de l'Asie du Sud, donc dans le nord de la Thaïlande, le nord du Vietnam, tout ce qui est la monoculture comme le teck et l'hévéa. Le teck qui est un arbre, un bois qui est imputrescible, un bois qui est assez noble, qui est précieux et qui résiste énormément au changement de climat. Ce qui veut dire qu'on construit énormément avec ce bois de meubles de jardin qui s'exportent partout à l'international. Et l'EVA, on récupère sa sève pour faire ce caoutchouc qu'on retrouve à l'échelle mondiale partout. Avec la déforestation, on va parler aussi de la fragmentation des territoires, la fragmentation de les forêts. Et du coup, on va remarquer surtout un rapprochement, une proximité de plus en plus menaçante pour les animaux, puisque c'est cette proximité des hommes, souvent ce sont les animaux qui en pâtissent, et on va avoir de plus en plus de ce qu'on appelle le trafic illégal. Ce que je rentre dans le trafic illégal chez le binturong, c'est la consommation pour sa viande, c'est le vendre sur le marché noir, sa peau, ses os pour la médecine traditionnelle asiatique. C'est aussi le prélèvement dans la nature pour une destination d'animaux de compagnie.
Alors, ça paraît un peu fou parce que le binturong est une espèce quand même plutôt assez imposante. C'est une espèce aussi qui a une odeur très particulière. Et pourtant, il y a un marché très lucratif qui s'est installé en Asie du Sud depuis maintenant 5 ans. Il faut savoir que en Indonésie ou en Malaisie, posséder des binturongs à la maison, faire de l'élevage de binturongs est complètement autorisé. Et on a remarqué ces 5 dernières années qu'on avait vraiment une recrudescence de ces éleveurs, avec sûrement des souches sauvages de binturongs. Donc, on a une recrudescence d'éleveurs parce qu'on a une recrudescence de demandes. On peut le revoir ça sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper binturong sur Instagram et vous avez tout de suite une prise de contact avec ces éleveurs, par exemple à Java. Et plus on a une forte demande, on a aussi une forte demande au niveau du trafic illégal. C'est-à-dire qu'on commence à toucher les populations sauvages. Ces populations finissent par être aussi impactées. Pour la petite histoire, l'année dernière, je discutais par Messenger avec un responsable d'un centre de la faune sauvage à Sumatra et je lui posais cette question. En 12 ans, depuis que ton centre il est ouvert, est-ce que tu as remarqué plus de saisies ces derniers temps? Et il me dit, en 12 ans, on a reçu 10 binturongs qui provenaient en fait d'une saisie chez des particuliers. Et en seulement un mois, c'est-à-dire, je le contactais en novembre, il me disait, en octobre, on a reçu 3 binturongs issus de saisie. 3 binturongs qui provenaient à la base du milieu sauvage. Pour vous dire à quel point, en fait, ces dernières années, il y a vraiment une recrudescence au niveau du commerce de cet animal. On ne peut pas parler des menaces sans parler de son statut IUCN ou des moyens de conservation qu'ils ont mis en place pour pouvoir le protéger. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'UICN veut dire Union internationale pour la conservation de la nature. C'est une organisation qui est non gouvernementale et qui est mondiale, qui se consacre à la préservation de la nature. Il faut savoir que c'est une association en fait qui est composée d'ONG, d'agences gouvernementales et surtout, à mon sens, le plus important, de plus de 10 000 experts scientifiques volontaires. Dans les années 60, l'UICN a créé ce qu'on connaît maintenant, la liste rouge des espèces menacées, qui a évolué au fur et à mesure du temps, qui s'est étoffée au niveau des espèces menacées, qui a pour but, en fait, cette liste d'attribuer un statut à chaque espèce, qu'elle soit animale ou végétale, en fonction de son degré de menace dans la nature. Ces statuts, en fait, sont classés du moins menacé, préoccupation mineure, au plus menacé, donc éteint au niveau mondial. Pour arriver à attribuer un statut UICN, il faut d'abord en fait collecter suffisamment d'informations sur l'espèce pour pouvoir attribuer ce statut. Le binturong, depuis plusieurs années, il est maintenant statué vulnérable. C'est déjà bien. Il n'est pas en situation de liste concerne ou near-threatened. Il est vulnérable. Malheureusement, il est uniquement vulnérable et pas en danger ou critiquement en danger puisque nous n'avons pas assez de données sur cette espèce en milieu naturel. Donc, les experts scientifiques, qui, je répète, sont volontaires au niveau de la liste rouge, ont pris la décision quand même, malgré le manque d'informations, de le classer vulnérable, car c'est une espèce arboricole qui est touchée de plein fouet par la déforestation. Mais on n'a pas plus de données sur le binturong. Pour vous dire, le binturong a été découvert dans les années 1820. En 2005, on avait toujours autant d'informations. En 2005, on avait une première étude sur la taille du territoire du binturong et jusqu'à maintenant, on en est toujours au même stade, pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a un flou artistique sur son alimentation en milieu naturel, sur la reproduction en milieu naturel, les interactions qu'il pourrait avoir entre individus ou même les interactions qu'il pourrait avoir avec la forêt. Énormément d'informations qui nous manquent pour relever son statut. Il n'y a pas non plus de recensement de population. On en vient du coup aux différents programmes de conservation et là je vais vous parler de programmes que je connais personnellement qui est en ex situ, c'est-à-dire en captivité, les EEP. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un EEP, et c'est pas grave, les EEP sont les programmes européens pour les espèces menacées. Ces programmes, en fait, sont apparus il y a une trentaine d'années et la gestion est assurée par l'EASA. L'EASA, qui est l'Association européenne des zoos et aquariums. C'est une association donc composée de zoos, d'aquariums européens qui vont coopérer ensemble dans le but
de préserver des espèces animales en captivité. Et tous les membres de l'EASA ont des directives, ont un code éthique qu'ils doivent respecter et les appliquer pour les animaux qu'ils hébergent. Donc, il y a 30 ans, l'EASA créait les EEP et ces programmes, en fait, ce programme a pour but finalement de surveiller une population, la population d'une espèce animale en captivité, d'assurer sa pérennité dans le temps, mais aussi de donner des conseils aux membres pour favoriser l'élevage, en essayant au maximum, bien sûr, de conserver ce qu'on appelle les caractéristiques naturelles, les caractéristiques génétiques, pour une potentielle, par exemple, réintroduction ou un renforcement de population dans la nature. À la tête de chaque EEP, vous avez une personne qu'on nomme un coordinateur d'espèces qui est en charge de la création d'un guide à destination des membres de l'EASA. Dans ce guide, vous avez toutes les informations sur la gestion, sur la reproduction, sur le bien-être animal, par exemple sur la taille d'un enclos, sur les enrichissements qu'on doit apporter à l'espèce, etc., sur l'alimentaire. Ce coordinateur fait aussi un recensement de chaque individu, c'est-à-dire pour chaque parc zoologique, il sait exactement combien il y a de mâles, combien il y a de femelles, combien il y a de naissances. Il crée aussi un arbre généalogique qui lui permet en fait de procéder à terme à des analyses démographiques et génétiques, ce qui va lui permettre en fait de créer un plan de gestion sur une durée en fait plus ou moins longue et d'émettre chaque année des recommandations auprès des membres de l'EASA qui élèvent des binturongs. Depuis 2013, les binturongs sont gérés par le docteur Aude Bourgeois, qui est vétérinaire à la ménagerie Le Zoo du Jardin des Plantes. On dénombrait en 2019, donc l'année dernière, 68 mâles et 76 femelles, pour un total de 145 individus qui sont répartis dans 62 institutions différentes. Il faut savoir que les binturongs sont passés en EEP à la demande du docteur Bourgeois en 2014. Avant ça, les binturongs étaient gérés par un ESB, c'est-à-dire on était juste à un stade de faire un état de la population, de faire un recensement, mais le coordinateur était là que pour un avis consultatif. Depuis qu'il est passé en EEP, les membres de l'EASA sont obligés de suivre toutes les recommandations du coordinateur. C'est-à-dire que même si un membre de l'EASA souhaite héberger des binturongs, il faut qu'il soumette ses motivations tout d'abord au coordinateur. Ces motivations vont passer ensuite par un premier comité, puis un deuxième comité d'espèces. Donc, il y a un double contrôle, en fait, ce qui permet de contrôler les importations. Et c'est très important de contrôler les importations, puisque quand Aude Bourgeois a fait un premier constat au niveau du recensement de la population, elle s'est rendue compte qu'il y avait certains individus dont on ne connaissait pas la provenance. À partir du moment où ça passe en EEP, si vous avez par exemple en Indonésie des personnes qui font l'élevage de binturongs et qui veulent les revendre en Europe, il y a un moment dosé, ça doit passer par le docteur Aude Bourgeois. Donc, ça permet en fait d'avoir en tout cas une petite surveillance. Ce n'est pas une surveillance énorme puisqu'il faut que ça reste dans l'EASA et que les personnes qui ne font pas partie de l'EASA, il n'y a pas de contrôle. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une surveillance un peu plus importante qu'avant lorsqu'ils étaient seulement en ESB. Un constat aussi sur la population de binturongs en captivité, c'est qu'au niveau de la viabilité génétique, on a une population assez pauvre génétiquement. C'est pour ça aussi que le coordinateur de l'EEP a décidé aussi d'avoir un plan qui est plus axé sur l'éducation et sur la sensibilisation. Et en même temps, de participer au niveau matériel ou au niveau financier à un programme d'études et de conservation dans le milieu naturel, c'est-à-dire AB Conservation. Donc, notre programme d'études et de conservation du binturong aux Philippines a le soutien aussi du coordinateur de l'EEP binturong. J'en viens maintenant à ce qui se passe en in situ. Avant la création en fait du programme d'études et de conservation du binturong par AB Conservation, il n'y avait rien en fait. Donc, j'avoue juste vous parler de quelque chose à mon sens qui est important, c'est la CITES. La CITES, qu'on appelle aussi la Convention de Washington, qui a été signée en 1973, c'est une convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction. Donc, ça régit en fait le commerce des êtres vivants. C'est un accord intergouvernemental qui a été signé par plus de 180 parties. Et tous ces parties, en fait, doivent suivre et appliquer les règlements. À l'intérieur de cette convention, on trouve 3 annexes.
selon les degrés de protection dont les espèces ont besoin. C'est-à-dire qu'on a l'annexe 1. Dans cette annexe 1, on regroupe toutes les espèces qui sont menacées d'extinction. Le commerce y est autorisé que dans des conditions exceptionnelles. Et à l'intérieur de cette annexe, on va y trouver des espèces plutôt emblématiques, par exemple comme le panda géant. En annexe 2, ce sont toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées, mais qui pourraient le devenir. Et le commerce peut être autorisé sous certaines conditions, avec une délivrance d'un permis d'exportation ou de réexportation, mais uniquement après un certain contrôle, s'être assuré en fait qu'il n'y a pas un commerce qui pourrait nuire à l'espèce dans le milieu naturel. Et puis on finit par l'annexe 3. L'annexe 3, on va trouver les espèces qui sont protégées dans un pays et dont ce pays a fait une demande auprès des autres parties. Il a fait demander une assistance en fait pour empêcher l'exploitation illégale et non durable d'une espèce. C'est-à-dire qu'il rencontre des problèmes dans son pays et qu'il a besoin de l'aide d'autres pays pour éviter qu'on pille les animaux qu'il y a dans son pays pour les envoyer ailleurs. Donc, les animaux qui sont en annexe 3, le commerce est autorisé sur présentation d'un permis. Pour la CITES, en fonction du pays où vous trouvez entre la région du monde où on se trouve, les dispositions peuvent être plus strictes. Le binturong, il est inscrit en annexe 3. Il a été inscrit par l'Inde. Il est dit que le binturong, étant donné qu'il est en annexe 3, vous avez encore, avec un permis, la possibilité de l'importer, de l'exporter vivant. Il est interdit de l'importer, l'exporter mort, mais vous pouvez le faire vivant. Là où je veux en venir, c'est que en étant en annexe 3, il est encore du coup vulnérable à ce qui peut se passer dans son milieu naturel. Le commerce n'est pas interdit, on peut très bien faire du commerce de binturong. Comment on en arrive en annexe 3, en annexe 2, en annexe 1? Par l'UICN. Si vous avez une espèce qui passe d'un statut de vulnérable en danger, il y aura possibilité en fait de modifier en fait. Il y aura une influence sur la CITES et de modifier en fait la position dans les annexes. Du coup, l'un des buts d'AB Conservation, c'est collecter un maximum de données, prouver que le binturong est aussi menacé qu'une espèce qui est en annexe 1, pour ensuite faire pression au niveau de la CITES pour qu'un jour le binturong puisse passer en annexe 1. Et ensuite interdire purement et simplement le commerce de binturong. Est-ce que vous avez déjà des premières questions sur le binturong? Juste 5 minutes de questions. Si après vous avez d'autres questions que je n'ai pas répondues, on pourra en parler à la fin de la conférence. Alors oui, effectivement, il y a pas mal de questions. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre parce qu'il y a eu, ça a soulevé vraiment beaucoup de questions, cette première partie sur le binturong. Alors, pour commencer avec Raphaël, sur la prononciation de binturong. Que nous, on prononce binturong, mais que certaines personnes prononcent binturong. Alors, la prononciation, moi, je le prononce juste à la française, binturong, mais quand vous allez en Asie, c'est binturong. Voilà. Il y a Marie qui demande combien est-ce qu'il y a de sous-espèces de binturong. Alors, tu me diras, Agathe, si je me trompe ou non, on était sur 7 sous-espèces il y a quelques années, et ils statuaient ces 7 sous-espèces en fonction de la répartition géographique. Une étude génétique a été menée par Géraldine Véron en relation avec AB Conservation, et on a statué pour le moment à 2 sous-espèces finalement, au niveau génétique. Alors ouais, on a statué… En fait, si c'est ça, l'idée c'est qu'au final, d'un point de vue génétique et d'un point de vue même des marqueurs physiques, il y aurait finalement que 2 grosses populations qui sont très différentes. Mais alors, c'est hyper compliqué de statuer sur des sous-espèces vraiment. Et c'est pour ça que je ne rentre pas là-dedans. Voilà, parce que c'est… Il y a tout un tas de marqueurs génétiques, de différenciation géographique, comme tu disais, et du coup, c'est encore très, très flou. Et pour le moment, on a besoin de plus d'espèces, de plus d'individus dans les études génétiques pour arriver à le déterminer.
c'est d'autant plus problématique que, comme tu le disais, Pauline, dans la population captive de binturong, on a beaucoup de binturong dont on ne connaît pas l'origine. Et en même temps, c'est difficile d'aller chercher des poils, parce que c'est surtout sur les poils qu'on fait des études génétiques ces derniers temps, parce que c'est facile à transporter. C'est difficile d'aller chercher des poils dans le milieu naturel. Du coup, en fait, on a du mal à avoir des individus qu'on peut étudier avec une origine certaine. Ensuite, une question de Gilles qui nous demande si le binturong peut être considéré comme une espèce parapluie. Il est considéré comme une espèce parapluie. Voilà, question facile. Alors, il y a une question d'un anonyme auquel tu as déjà un petit peu répondu, je pense, qui nous demande combien est-ce qu'il y a de binturong au Vietnam et est-ce que c'est une espèce menacée là-bas? Alors, le binturong au Vietnam est déjà sur la liste rouge, puisque le dernier binturong en forêt a été vu en 2008. Voilà. Donc, est-ce qu'il en reste? Clairement, je ne sais pas. Voilà, après, c'est ce que tu disais, quoi. De toute façon, il n'y a pas eu de comptage de population sur le binturong, quel que soit le pays. Ça. Donc, pour répondre à cette question-là, on est toujours très, très, très embêtés. Il y a Pascal qui nous demande quels sont les risques pour le binturong lorsqu'il est au sol. Est-ce qu'il s'agit uniquement des tigres? Il y a le tigre, il y a les dholes, il y a les pitons, il y a énormément en fait d'animaux terrestres avec lesquels ils pourraient être en danger. Alors, et je pense que tu as répondu aussi en partie à cette question-là qui était avant que tu passes sur la partie UICN, conservation, etc. Raphaël qui nous demandait dans quel pays sont-ils protégés, dans quel pays sont-ils élevés, dans quel pays sont-ils trafiqués et est-ce que les lois varient selon les États? Et les lois varient vraiment selon les États. Au Vietnam, en Thaïlande et en Chine, et aux Philippines aussi, il y a vraiment une protection au maximum, c'est-à-dire qu'il est interdit de faire du commerce mort-vivant d'un binturong. Donc après, tout dépend en fait. Vraiment, au niveau de la CITES, en fait, on n'a pas le droit de les vendre morts, mais par contre, on a le droit de les vendre vivants. Donc s'il n'y a pas de loi qui sont faites au niveau national, il n'y a pas de loi plus poussée. Donc là, en Asie du Sud-Est, on a vraiment uniquement Vietnam, Thaïlande et les Philippines. Et la Chine aussi, je crois. Oui. Mais la Chine, il n'y a plus de binturong depuis longtemps. Malheureusement. Il y a Christelle qui nous demande si les binturongs vivent en groupe. Alors, eh bien, si on parle de milieu naturel, je dirais on ne sait pas, puisque ça n'a pas vraiment été observé. Si on se fie à ce qui se passe en captivité, je dirais tout dépend. Le groupe de binturong. On a pu observer qu'ils s'entendaient relativement bien en groupe, en tout cas quand c'était les petits et la mère. Donc ils s'entendaient relativement bien au fur et à mesure des années où on s'y laissait deux frères, deux sœurs ensemble. Mais au premier contact, clairement, si vous mettez deux mâles ensemble, en général, ça ne se passe pas forcément très bien. Donc voilà, on peut pas. Voilà, pour moi, clairement, c'est pas une espèce grégaire en fait. Il y a Nadia qui nous fait une remarque plus qu'une question qui dit qu'il faudrait interdire le commerce, mais aussi la détention de binturong. Bah, c'est ça. Et ça, je pense qu'on peut que être d'accord. Et en même temps, quelque part, les deux sont liés parce que, par exemple, aux Philippines ou en Thaïlande où la détention est interdite, du coup, forcément, le commerce ralentit énormément par rapport à l'Indonésie, par exemple, où la détention de binturong est autorisée. Et du coup, il y a des fermes de reproduction, etc. Nadia nous demande aussi, en cette période de pandémie coronavirus, le binturong peut-il aussi se retrouver dans des marchés humides en tant que viande de brousse? Sachant que la civette a été l'hôte intermédiaire du virus mutant du SRAS. Est-ce que la pandémie pourrait nous aider à protéger ces espèces? Je pense que la pandémie, en fait, va pouvoir nous aider à protéger beaucoup d'espèces. Tout simplement. Mais oui, le binturong se retrouve sur les marchés. Alors, un peu moins ces dernières années, puisque on lui a trouvé une autre utilité. Il vaut plus cher en étant vivant. Mais clairement, oui, les produits du binturong, ses os, sa viande, etc., peuvent très bien se retrouver sur des marchés en tant que viande de brousse sans problème. S'il y a un binturong qui est pris dans un collet en forêt, c'est sûr qu'il peut être vendu sur le marché s'ils ne veulent pas le consommer direct, bien sûr.
Marie, du coup, qui rebondit sur notre réponse par rapport aux sous-espèces. Elle demande si, du coup, le EP est géré sous une seule entité ou s'il y a des distinctions de population dans les recommandations du coordinateur. Le coordinateur gère toute la population de Binturong en Europe. Si c'était bien ça la question. Oui, je pense que ce qu'on peut ajouter, c'est que le gros problème en Europe, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des Binturong dont on ne connaît pas l'origine. L'origine. Qu'en plus, c'est passé en EP que récemment, finalement, parce que 2014, c'était il y a 6 ans, donc c'est pas si vieux que ça. Et que du coup, malheureusement, s'il y a des sous-espèces, elles ont déjà probablement été hybridées, donc on n'a pas vraiment de population de sous-espèces pure, entre guillemets. Si je dis pas de bêtises, hein. Non, c'est vu les couples fondateurs de toute façon qu'on a, il y a. En fait, si ça va être dès le début, il y avait eu un contrôle, mais il n'y a pas eu de contrôle pendant 40, 50 ans en fait. Oui. Donc, oui, donc du coup, c'est très compliqué de faire de la séparation de groupe à cause de ça et de la séparation de sous-espèces. En plus, comme on ne connaît pas les sous-espèces, ça devient très, 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 très compliqué. C'est ça. Alors, une question anonyme qui nous demande les parcs en France qui hébergent les Binturong. Les parcs? Oui, Il faut les que parcs. Les parcs. Alors, en partant du nord de la France jusqu'au sud. Alors, on a Lille, on a la Boissière, le zoo de la Boissière-du-Doré. On a le zoo-parc de Trégomeur, on a la ménagerie du Jardin des Plantes, on a le zoo de Lyon, on a le parc animalier d'Auvergne, on a le parc animalier des Pyrénées, on a le zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Je vais me faire tuer si j'en oublie un. Bah, il y a anciennement le zoo de Pont-Scorff. J'en ai Oui, oublié un. c'est parce que Si j'en ai oublié un, Amnéville, c'est pas bien. Amnéville, Et effectivement, merci Amnéville. Raphaël. Désolée. Alors, tac, tac, tac. Du coup, Brigitte nous demande, y a-t-il une analogie anticipée entre le Binturong et la gelette masquée en termes de vecteurs ou de réservoirs de virus, au vu de leur mise en captivité de plus en plus importante et de leur utilisation par l'homme plus fréquente? C'est hors de mes compétences, Agathe. Je te laisse répondre. Alors, c'est extrêmement compliqué de répondre à la question parce que le passage en fait du virus à l'homme, il n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que le virus mute. Il faut donc lui donner une raison de muter, il faut que la mutation soit viable, enfin c'est vraiment très très compliqué. Après sur les virus qui ont déjà muté, comme par exemple le coronavirus qu'on a en ce moment, hein, oui effectivement il y a une anticipation à avoir, mais qui est au final assez simple, c'est-à-dire ne pas avoir d'animal sauvage chez soi. Voilà. Le risque peut-être qui va du coup se rebondir par rapport à la question précédente qu'on a déjà eue sur le coronavirus, le risque qu'il peut y avoir par rapport à ça, c'est qu'on se décide à exterminer les réservoirs de virus. Et ça, c'est vraiment un gros problème. J'espère qu'on n'y arrivera pas. Parce que du coup, au lieu de se retrouver à protéger la faune sauvage en se disant qu'on arrête le trafic, ce qui là est une bonne chose, on se retrouve du coup à vouloir la détruire pour préserver l'homme des maladies. Donc, c'est tout il y a toute une dimension politique derrière qui est extrêmement compliquée, d'autant plus compliquée qu'en Chine, on n'a pas forcément la même vision de l'animal domestique, de l'animal sauvage aussi. Donc, qui est au-delà voilà, de nos compétences. C'est difficile d'avoir une réponse franche et claire à cette question. Une question de Raphaël. La tendance des animaux de compagnie est donc nouvelle et liée aux réseaux sociaux. La tendance des animaux de compagnie pour le Binturong est-elle nouvelle? Alors, pas forcément. Après, le fait qu'elles soient en totale augmentation, oui, les réseaux sociaux sont assez néfastes dans le commerce des animaux sauvages, clairement. Une question de Nina. Si les individus ne sont pas purs génétiquement, entre guillemets, par rapport aux sous-espèces, quelle est l'utilité alors de les reproduire au long terme? Y aura-t-il une perte génétique de l'espèce et des prélèvements sont-ils possibles?
Alors, si on parle de prélèvement dans la nature, pour le moment, j'en vois pas l'utilité, et même sur un long terme. Attends, il y a juste une précision après de Nina. Évidemment, il y a l'aspect pédagogique pour la reproduction de la population, mais elle voulait juste, sa question avait vraiment juste un point de vue génétique. C'est-à-dire, si tu peux. Alors, est-ce que en fait, il y a une utilité à reproduire d'un point de vue génétique les individus? Est-ce qu'au long terme, il n'y aura pas une perte génétique de l'espèce, vu qu'on a ce problème de sous-espèce? Et est-ce que des prélèvements dans la nature sont possibles? Mais ça, tu y as répondu. Parce qu'évidemment, l'intérêt de reproduire une espèce en captivité, il y a aussi l'aspect pédagogique de l'espèce, dont tu peux parler si tu veux. Mais c'est pour ça, en fait, que que la coordinatrice de l'EEP a fixé un des objectifs au niveau du plan de l'EEP sur un aspect plutôt pédagogique. C'est-à-dire que les membres de l'EASA qui décident, en fait, d'avoir des binturongs dans leur structure doivent aussi faire en sorte de faire de la sensibilisation auprès des visiteurs. Au niveau génétique, de toute façon, voilà, on a une population génétique assez pauvre et qui peuvent se reproduire ensemble pour le moment, mais il n'y a pas un réel intérêt, finalement, autre pour le moment que l'éducation. Je dirais qu'il y a juste peut-être mais elle est vraiment minime, hein, une minorité de binturongs de Palawan dont on connaît Oui, c'est l'origine. vrai. C'est vrai. Voilà, il y a juste peut-être ces binturongs-là qui sont à Sauf mettre qu'ils un peu à part. sont pas assez en nombre. Oui, mais Donc, bien sûr, ils sont en très petit nombre et que on ne peut pas envisager de refaire tout un repeuplement avec juste les binturongs qui sont de Palawan actuellement en parc zoologique. Alors, on a juste deux précisions supplémentaires de Corentin et de Lambert qui dit qu'il y a aussi des binturongs au Rhino et au Cerza. c'est vrai. On a oublié les deux. Le Cerza, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés, mais c'est vrai que c'était un projet en cours. Ah non, mais honte sur moi, quoi. J'ai toutes mes excuses. Et il y a Redmi qui nous dit le problème, enfin qui nous demande les problèmes des binturongs comme NAC est-il circonscrit à l'Asie uniquement? Tu peux juste répéter la question? Le problème des binturongs en tant que nouveaux animaux de compagnie est-il uniquement circonscrit en Asie? Ou est-ce que c'est étendu à d'autres continents? Ouais, alors il y a un vrai commerce en Asie, notamment par exemple au Japon, depuis la création des pet shops. Donc on voit de plus en plus d'animaux qui transitent d'ailleurs malheureusement par l'Europe en toute légalité, qui partent de l'Indonésie et qui vont après vers le Japon. Je sais, c'est un chemin un peu bizarre. Mais en fait, clairement, d'avoir des animaux sauvages, c'est pas vraiment nouveau. Ça se fait aussi beaucoup aux États-Unis malheureusement et dans les pays du Moyen-Orient. Donc je dirais que pour le moment, c'est très concentré au niveau de l'Asie, mais pas que. Vraiment pas que, en fait. C'est vraiment un commerce, en fait, qui commence progressivement à s'étaler un petit peu partout, notamment aux États-Unis, malheureusement. Mais si je peux juste rapporter des dernières précisions, c'est qu'en fait, là encore, c'est une question de législation en fonction des pays. En France, on a une législation très très forte par rapport à la détention d'animaux sauvages qui fait que c'est beaucoup plus difficile de faire importer un binturong en France, de le maintenir. Il y a énormément de papiers administratifs à faire. Et ça, c'est vrai dans à peu près toute l'Europe. Et comme tu disais, Pauline, c'est beaucoup moins vrai, par exemple, aux États-Unis où cette législation, elle dépend des États et il y a des États qui n'ont pas vraiment de problème à ce que les gens aient des tigres dans leur jardin. Donc, pourquoi pas des binturongs?